Vous regardez 64 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Place à notre débat. Quel avenir pour le Liban après des frappes massives? Un mercredi noir avec plus de 353 victimes. C'était ce mercredi 8 avril. L'espoir d'une trêve, pourquoi pas? Benyamin Netanyahou a annoncé des pourparlers directs la semaine prochaine à Washington. Le Premier ministre israélien prône la paix par la force. Cette stratégie est-elle tenable? Pour en débattre, nous avons donc invité Karim Emile Bitar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes libanais, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris et l'ENS Lyon. Merci d'être avec nous. Et sur ce plateau aussi, Rina Bassiste. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste franco-israélienne, correspondante du journal américain Al Monitor. Alors, il semblerait que les bombardements sur Beyrouth se soient calmés. Est-ce que vous avez des informations qui vont dans le sens d'une consigne des autorités israéliennes? Moi, je m'adresse à vous deux, comme quoi, pour l'instant, pas de frappe sur Beyrouth. Rina. D'abord, on sait, ça fait maintenant 2 jours déjà que le président américain a fait pression sur le gouvernement israélien de ralentir ou de réduire la cadence des attaques. Et on peut bien sûr associer ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas aujourd'hui à Beyrouth, d'abord à ça, à la pression américaine, et aussi au fait que, certes, il y a déjà ce rendez-vous à mardi, mais il faut dire que les négociations ont déjà commencé parce qu'il y avait déjà des coups de fil qui étaient passés entre les deux parties. Et vendredi, parce qu'il y a il y a eu comme un flou. Est-ce que le Liban faisait partie ou pas de cette trêve au Moyen-Orient? On rappelle qu'il y a des négociations en ce moment à Islamabad, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a eu ce flottement où on a eu l'impression que le Liban était totalement oublié, non? Alors, il semblerait que le Liban était bel et bien initialement inclus dans ce cessez-le-feu. Le Premier ministre pakistanais, qui était le principal négociateur, a tweeté ça. Son tweet avait, semble-t-il, été revu par les États-Unis. Mais le lendemain, Netanyahou a appelé Trump et Trump est revenu là-dessus en disant non, le Liban n'est pas inclus. C'est ce qui a poussé le président français et une grande partie de la communauté internationale à insister pour qu'Israël respecte le terme initial du cessez-le-feu. Donc beaucoup au Liban pensent que ces frappes massives du 8 avril, un carnage, 300 morts en moins de 10 minutes, c'était une réaction israélienne au fait qu'il s'était senti tenu à l'écart de ces négociations américano-iraniennes. Trump les en avait informés à 90 minutes avant l'expiration de l'ultimatum. Donc, ils se sont un peu lâchés contre Beyrouth. Est-ce qu'on peut dire ça, Rina Bassiste? Parce que c'est vrai que ces bombardements massifs, sans prévenir, le 8 avril, avec, je rappelle, un bilan quand même très important, plus de 353 morts. Est-ce que c'est parce que Benyamin Netanyahou a voulu frapper fort, parce qu'il en avait encore le temps, parce qu'il était aussi écarté, enfin, il n'avait pas été informé? Bon, je vais peut-être nuancer un petit peu les choses, parce que je crois que personne ne va penser que les Américains n'étaient pas au courant de la position israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en fait, très vite après le début de l'opération conjointe avec les Américains le 28 février, et dès que Hezbollah a décidé d'entrer en fait, dans cette campagne iranienne, il y avait la volonté israélienne de séparer les deux théâtres. Et je crois que les Israéliens, tout au long de ces 5 ou 6 semaines, ont fait savoir aux Américains que certes, au moment où les Américains vont décider d'arrêter cette opération conjointe, soit par une décision unilatérale du président américain, soit par ce qu'on voit maintenant justement des négociations, Israël va continuer à frapper Hezbollah tant que Hezbollah... Oui, là, il y a eu des frappes encore une fois dans le sud d'Israël. Il y avait encore des frappes il y a même pas 10 minutes sur Israël. Hezbollah a continué toute la journée à frapper. Et donc là, il y avait cette volonté israélienne de continuer. Avoir dit ça, et bien sûr, là, on est dans une situation différente parce qu'il y avait cette acceptation côté israélien d'entrer dans des négociations, ce qu'on n'a pas vu avant. Donc, on peut espérer qu'effectivement, plus les négociations vont avancer et les choses vont se calmer. Ces négociations, elles sont prévues donc à Washington ce mardi, Karim Emile Bitar. Mais le Hezbollah a déjà dit qu'il ne fallait pas faire de concessions gratuites. Il y a une manifestation aujourd'hui à Beyrouth pour dénoncer ces négociations. Pourquoi qu'est-ce qui coince? Alors en fait, ces négociations avaient été proposées par le gouvernement libanais depuis déjà 2 mois. Ils avaient formé une délégation, ils avaient fait passer le message aux États-Unis. Nous sommes prêts à engager des négociations indirectes, voire même directes avec Israël. Mais M. Netanyahou a fait la sourde oreille.
jusqu'à ce que, avant-hier, il reçoive un coup de fil de Trump qui insiste pour qu'il accepte cette proposition libanaise, précisément pour pouvoir légitimer ce déferlement de fer et de feu qui s'était abattu sur Beyrouth. Car cette fois-ci, il ne s'agissait pas de cibles stratégiques du Hezbollah, c'était véritablement des quartiers résidentiels, des centaines de victimes civiles. Et contrairement à ce qu'on a eu à Gaza, c'est-à-dire un massacre à huis clos, là, il y a énormément de journalistes, dont Arthur Saradin, dont beaucoup d'autres, qui ont pu documenter, mettre des noms et des visages sur ces victimes. L'Orient Le Jour publie effectivement une et sur son site le nom, enfin les visages et les noms de ces victimes. Des biographies détaillées de ces victimes qui sont souvent présentées en Occident comme de simples dommages collatéraux, et on voit que l'écrasante majorité d'entre eux n'ont aucun lien avec le Hezbollah, ni de près ni de loin. Donc il y a une tentative, semble-t-il, de fuite en avant, de semer le chaos, la discorde, et le Hezbollah tombe tête baissée dans ce piège, puisqu'il envoie ses manifestants, ses partisans manifester contre le Premier ministre et lui donner des leçons de patriotisme, alors que le Premier ministre actuel est quelqu'un qui a commencé à défendre les droits des Palestiniens 20 ans avant la naissance du Hezbollah. Alors effectivement, le Hezbollah qui est un souci, mais il y a aussi peut-être des Libanais qui s'inquiètent du fait que le dernier cessez-le-feu, c'était en novembre 2024, il a quand même été rompu plusieurs fois, Rina Bassiste. On voit bien que c'est toujours très compliqué entre... alors il y a Israël, les autorités libanaises et le Hezbollah. Et effectivement, ce cessez-le-feu, il n'a jamais été vraiment maintenu. En fait, le cœur des problèmes, et ça, on va voir comment ça va se manifester aussi dans les négociations, et que les négociations vont se poursuivre entre Israël et le gouvernement libanais. Donc, ce n'est pas des négociations entre Israël et le Hezbollah. Et la question, et c'est ça la question qui était aussi sur la table depuis, en fait, les cessez-le-feu, c'est à quel point vraiment le gouvernement libanais peut peser sur Hezbollah. On a vu au fil de cette année, un an et demi presque, que l'armée libanaise n'a pas réussi en fait à désarmer Hezbollah, malgré des annonces de la part du haut commandement de l'armée libanaise. Ça y est, cette première phase. Oui, qui a déclaré que c'était illégal. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des prises de position très fortes il y avait des prises de position très fortes, mais il y avait ce déséquilibre, si vous voulez, entre les faits sur le terrain, où il y avait en fait de plus en plus de présence de Hezbollah et de plus en plus de présence d'armement. Et on a vu ça en fait depuis ces dernières 5 semaines, que Hezbollah a une capacité assez phénoménale de tirer sur Israël, malgré le fait qu'en fait, selon cet accord, Hezbollah aurait dû être désarmé, ce n'est pas du tout la réalité. Alors justement, sur cette question du Hezbollah et son armement, c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il était vraiment très affaibli. Il y a eu l'affaire des beepers, il y a eu la mort de son leader, chef de file, Hassan Nasrallah, et on voit qu'il a quand même des capacités de répliquer. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est vraiment impossible de désarmer le Hezbollah au Liban? Voilà, alors cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a eu une sorte de reprise en main du Hezbollah directe par les gardiens de la révolution iranienne. Ce sont eux-mêmes qui sont aux commandes, qui prennent les décisions politiques importantes. Même avec cette guerre, ils ont encore les moyens de financer, Tout à fait. Même après la guerre de 2024, plus d'1 milliard de dollars par cash est venu d'Iran en direction du Hezbollah. La deuxième raison qui fait que le Hezbollah reprend du poil de la bête, c'est, comme vous l'avez dit, pas moins de 15 000 violations du cessez-le-feu du côté israélien recensées par les Nations Unies. Désarmer le Hezbollah, il y a une décision historique du gouvernement libanais qui a été prise, mais encore faut-il pouvoir le faire. L'armée libanaise n'a pas les moyens de cette ambition. Même l'armée israélienne a dit qu'eux-mêmes ne pourraient pas désarmer le Hezbollah, qu'il faudrait occuper tout le Liban. Donc sans un soutien massif apporté à l'armée libanaise, et sans qu'Israël... Qui pour apporter ce soutien massif? Il devait y avoir une conférence internationale qui devait se tenir à Paris avec plusieurs pays du Golfe qui a été repoussée, mais il faut d'un côté donner à l'armée libanaise les moyens de faire respecter la souveraineté libanaise sur l'ensemble du territoire. Il faut ensuite qu'Israël cesse ses déclarations provocatrices, expansionnistes. Smotrich dit qu'il veut carrément annexer le Sud-Liban. Israël Katz dit qu'il veut une zone tampon, expulser tous les Libanais jusqu'au fleuve Litanie. Donc tout cela vient permettre au Hezbollah de remobiliser ses troupes. Et la crainte, c'est que cela ne prenne la tournure de troubles civils au Liban. Alors on va voir cette carte justement, effectivement, avec ces zones à évacuer. Voilà, que c'est l'armée israélienne qui a demandé à tous les Libanais de partir de cette zone. Rina Bassiste, on en avait parlé sur ce plateau avec cette zone tampon. Pour vous, c'est vraiment ce que cherche à faire aujourd'hui Benyamin Netanyahou, c'est faire une zone tampon, un no man's land dans le sud Liban pour
pour protéger les Israéliens du Nord? S'il y a une volonté, ce n'est pas tout ce qui est décrit là. Donc, non, là, c'est... Ah oui, voilà, il faut faire la différence entre les zones dont l'armée a demandé d'évacuer pour que l'armée va justement bombarder des postes de Hezbollah et avec cette idée d'une zone tampon, si vraiment il y aura un. Et on n'est pas tout à fait sûr parce que l'idée israélienne, si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout à retourner à la même situation qu'on a vue entre 1985 et 2000, où vraiment l'armée israélienne, avec l'armée du sud du Liban, on contrôlait de façon quotidienne. Donc, et là, il ne s'agit pas de ça. Justement, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'on a une idée plus claire de ce que cherche Benyamin Netanyahou? Mais justement, donc là, on était un petit peu dans cette démarche, effectivement, d'avoir quelques kilomètres, 4 ou 5 kilomètres tout au long de la frontière, qui va servir comme une zone de tampon pour s'assurer qu'il n'y aura pas de tirs vers Israël depuis cette zone, parce que le gouvernement israélien a pris la décision cette fois-ci de ne pas évacuer les résidents du nord d'Israël, contrairement à ce qui a été fait après le 7 octobre 2023. Maintenant, on est dans une situation différente maintenant avec les négociations. Et effectivement, jusqu'à maintenant, le gouvernement israélien a résisté à cette proposition du gouvernement libanais, disant vous avez eu 1 an et demi de mettre en place votre armée, de les renforcer, d'avoir des moyens, d'aller devant sur la question des armements de Hezbollah, vous ne l'avez pas fait, donc on ne veut pas négocier. Là, on peut supposer qu'il y a une partie de la pression américaine. On peut aussi supposer qu'il y avait une partie pression interne, parce que ça commence à être extrêmement difficile aussi. Effectivement, on en parle en Israël. Est-ce qu'on s'émeut du fait qu'il y a autant de victimes civiles? Des deux côtés, il y avait cette pression sur le gouvernement de Netanyahou, ce qui nous amène justement à vendredi, à ces coups de fil qui étaient passés et à ce rendez-vous mardi. Et là, mardi, je crois que tout sera sur la table. Toutes les options sont sur la table. Il y a bien sûr, malgré le fait que ça sera des négociations directes, la clé sera toujours Washington, parce que ce sont les Américains qui pourront apporter des garanties pour que vraiment l'armée libanaise, d'une façon ou d'une autre, pourra faire le travail. Oui, alors voilà, est-ce qu'on doit compter sur les Américains? Est-ce que c'est la seule porte de sortie pour désarmer le Hezbollah? Mais quand on voit l'imbrication avec la société civile libanaise, est-ce que c'est possible selon vous? C'est bien cela qui m'inquiète. Les États-Unis, on semble avoir donné carte blanche à Israël. Israël a demandé à ce que la France soit exclue de ce processus de négociation pour être seule justement avec ce blanc-seing américain. Et en effet, entre 1978 et 2000, pendant les 22 ans de l'occupation israélienne du Liban, les habitants du Liban Sud n'ont pas quitté. Il y avait une milice supplétive qui collaborait avec Israël. Mais là, on est dans une toute autre situation. On est en train de rendre le Liban Sud inhabitable. Il y a eu l'usage de phosphore blanc, d'herbicides, de glyphosate. Donc c'est l'idée véritablement de le vider de cette population. Donc on parle de zone tampon, c'est un euphémisme. On parle de déplacement massif de population qui risque de créer des tensions dans le reste du Liban. Donc bien évidemment que les États-Unis devront s'impliquer dans ce processus, mais il faut également que des puissances un peu plus neutres, des honest brokers, comme on dit en anglais, des intermédiaires. Alors la France étant exclue, vous pensez à quelle autre puissance? Alors Israël semble s'opposer à toute autre présence en dehors de l'administration Trump qui lui donne ce blanc-seing. Donc mais vous n'y croyez pas, très brièvement, vous y croyez ou pas à ces négociations? Elles vont pouvoir aboutir ou pas? Vous avez bien fait d'intituler cette émission « Est-ce qu'on peut imposer la paix par la force ?» Ce sont les mots de Benyamin Netanyahou. Voilà, parce qu'il a dans sa tête l'exemple jordanien, égyptien. On est en présence de régimes autoritaires. Il décide de signer un cessez-le-feu. La population ne peut pas s'exprimer. Dans un petit pays comme le Liban, qui n'est pas une dictature, il suffit qu'il y ait 10, 20, 30% de la population, et il y en a beaucoup plus, qui refusent un traité de paix, surtout sous les bombes, pour que ça ne puisse pas aboutir. Donc il faut un minimum de garantie, de respect de l'unité, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du Liban pour que le gouvernement libanais puisse mener à bien des négociations. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Évidemment, merci à vous deux d'avoir participé à ce débat.